Donc, c'est le deuxième webinaire d'une série de trois webinaires. On va vous représenter très rapidement ce qui s'est dit lors du dernier webinaire. Et ensuite, il sera en replay sur notre chaîne YouTube. On n'a pas encore eu le temps, mais c'est prévu que vous puissiez du coup visionner le webinaire numéro un et on y retrouvera la présentation du webinaire numéro un. Le reste, ce sera en atelier, donc vous y verrez les synthèses. Très bien. Bon, je vous propose de commencer pour la présentation et ensuite pour la partie atelier, les acteurs nous rejoindront petit à petit. Donc, bienvenue à toutes et tous. Donc, on est sur le webinaire 2 avec l'idée de travailler ensemble sur aujourd'hui les outils pour à la fois initier, financer et mettre en œuvre une coopération alimentaire pour les collectivités territoriales françaises avec des collectivités territoriales étrangères. Euh, donc, peut-être pour commencer, on voulait faire un petit brise-glace pour vous permettre d'identifier un peu qui est là. Et donc, on va lancer un sondage qui devrait arriver sur votre écran avec deux questions. D'où vous venez et quel type de poste à quel type de poste vous êtes, si c'est plutôt sur la coopération internationale ou sur les projets alimentaires, sachant que l'idée, c'est d'associer ces différents types d'acteurs sur cet atelier-là. Donc, vous voyez le sondage et on vous laisse répondre. Donc, normalement, vous voyez le sondage et l'idée, c'est d'avoir un peu une idée de qui est là. Donc, deux personnes en Bretagne, six personnes Île-de-France, donc c'est majoritairement souvent Île-de-France qui est surreprésentée, enfin surreprésentée, qui est bien représentée. On a trois personnes en Normandie, deux personnes Pays de la Loire, deux personnes en région PACA et deux personnes à l'étranger. Donc voilà, n'hésitez pas à nous repréciser si vous voulez nous dire si vous êtes sur un PAT ou sur de la coopération internationale ou dans des structures de coopération internationale. N'hésitez pas à nous le repréciser. Et donc, pour voir un petit peu qui sont les acteurs, on a trois personnes qui sont en charge, en tout cas qui travaillent avec des projets alimentaires territoriaux, donc en France, et 12 personnes qui sont sur les questions de coopération internationale des collectivités. Donc, ça continue de remplir la Bretagne qui se renforce. Euh, et quatre qui ont eu peut-être plus de mal à se positionner sur ce sondage-là. Bon voilà, l'idée c'était de vous montrer un petit peu la diversité d'acteurs qu'on a essayé de réunir sur cet atelier. Rapidement pour se présenter nous, donc on est... Attendez, parce que si le sondage revient à chaque fois, je vais pas y arriver. Donc nous, on est une association loi 1901, Let's Food. L'objectif, c'est d'accompagner les territoires à la construction de systèmes alimentaires durables, résilients et solidaires. On travaille à la fois en France et à l'étranger et on s'appuie beaucoup sur la coopération territoriale et l'échange de bonnes pratiques, donc à la fois aux échelles locales, nationales, notamment pour promouvoir les échelles locales et internationales, avec l'idée que les territoires ont aussi une place sur la scène internationale. On a trois axes d'intervention, donc la coopération territoriale, l'accompagnement de collectivités, le partage d'initiatives, notamment via le centre de ressources Let's Food Ideas, et des publications sur des analyses comparées. Donc, quand on veut faire ressortir une thématique, et là, notamment, l'objectif, ce sera d'en sortir une sur comment accompagner les collectivités locales, territoriales françaises à aller vers davantage de coopération sur les questions alimentaires. Et enfin, troisième axe, formation, renforcement de compétences. Donc, on formait
étudiants notamment et les élus locaux et on développe des outils comme des MOOC pour aller vers des outils de formation qui soient plus autonomes et permettre du coup au territoire d'avoir une formation continue. Sur les questions internationales, quelques références. Donc, on a ce projet Let's Food Cities que certains connaissent peut-être, c'était notre projet initial avec l'idée de tester l'outil de la coopération décentralisée entre 7 territoires français et 7 territoires en coopération avec ces 7 territoires français pour voir comment la coopération pouvait accélérer la mise en place du système alimentaire sur chacun des territoires, système alimentaire durable. Le projet Odyssée où on a croisé les objectifs des PAT avec ceux des ODD avec des territoires pilotes. Le projet Copalim 1, donc on montrera une série de livrables et je vois Monsieur Duval du coup qui avait participé, donc par exemple avec Lorient, donc on avait des territoires pilotes. Et on travaille aussi dans le cadre de missions de la FAO sur faire de la médiation entre territoires. Et on travaille notamment, par exemple, là, sur un territoire d'une politique de lutte contre le gaspillage alimentaire où Amman et Milan échangent sur leurs problématiques et donc sur des solutions qui pourraient croiser. Voilà, ça vous donne un aperçu un petit peu de nos façons de travailler et de ce qu'on essaie un peu d'encourager auprès des territoires français. L'équipe, bah, là, vous avez toute l'équipe. Donc, moi, Louison, Anaël, Émilie est pas là, effectivement, et notre bureau, étant donné qu'on est une association, donc Florian Hufauché et Nathalie Corrado. Vous pouvez aller découvrir, si vous le souhaitez, sur notre chaîne YouTube les 3 vidéos qu'on a fait. Donc, c'est des entretiens d'acteurs aussi qui nous orientent sur les bénéfices d'une coopération internationale, les projets à mettre en place, donc des exemples de projets qui ont été mis en place et qui ont un peu cette vision systémique sur les questions alimentaires. Et enfin, un troisième chapitre qui est plus opérationnel avec des méthodes et des outils pour engager une coopération internationale. Et donc, comme je disais, on a travaillé avec Lorient Aglo et avec Toulouse, avec l'idée de croiser un petit peu, de faire un diagnostic entre le PAT et le service des relations internationales, et donc de repartir un peu des besoins du territoire et du PAT, du projet alimentaire territorial, et d'aller voir dans le cadre de coopérations qui existent déjà, creuser davantage ce qui pourrait faire l'objet d'échanges réciproques et d'apprentissage mutuel. Donc, tous ces livrables sont disponibles sur notre site ou si vous voulez voir un petit peu la méthodologie et voir comment on a croisé un peu les problématiques des 2 territoires. Il y a tout un tas d'outils aussi sur les pistes de financement à mobiliser selon le type de projet à mettre en place. Donc, si cela vous intéresse, n'hésitez pas. Et j'en finis avant de passer la parole à Louison sur le webinaire numéro 1 donc, qui s'est tenu le 16 mai dernier avec l'idée de faire un premier état des lieux de projets alimentaires territoriaux. Pardon, un premier état des lieux, pardon, des coopérations décentralisées sur les questions d'alimentation. Donc, Louison a fait un petit historique de comment a évolué la question alimentaire dans la coopération internationale et comment on est arrivé et dans la coopération décentralisée. Complété par Pascal Ajali donc du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, et par Gulseren Verhofstadtin, donc du Comité français à la solidarité internationale, qui a replacé aussi les enjeux agricoles et alimentaires, notamment au regard des ODD, et de comment, avec le festival alimentaire, ils essayaient de travailler avec les territoires pour intégrer ces questions internationales au sein des PAT. Et ensuite, on a eu 2 retours d'expérience. Donc, Charlotte Rieff, qui est directrice du département des Hauts-de-Seine, pardon, des relations internationales du département des Hauts-de-Seine et qui nous a présenté la coopération entre Siem Reap et les Hauts-de-Seine, notamment sur un projet alimentaire territorial en parallèle et Laurence Alaguaiti qui nous a présenté le projet entre la ville de Paris et Nouakchott et notamment qui nous a présenté comment mobiliser des expertises en interne à la collectivité au service d'une coopération et d'un échange de pratiques. Donc ce sera à retrouver quand on aura fini de monter le replay sur notre chaîne. Et donc, pour ce webinaire numéro 2, on a prévu donc 2 parties. Une première sur la coopération décentralisée, cette question, est-ce qu'elle doit se renouveler?
Donc là aussi, n'hésitez pas à nous faire part de vos retours. On pose des questions, on n'a pas toutes les réponses, bien sûr. Euh, et la partie 2 donc on a fait toute une série d'entretiens, notamment Louison, avec des acteurs de la coopération internationale. Et on en a sorti donc des freins, des leviers et des idées pour aller plus loin, des outils qui fonctionnent, des leviers à mobiliser et peut-être de nouvelles choses à proposer. Et donc, on aimerait tester avec vous ces freins, ces leviers, euh, et voir qu'est-ce qu'on identifie comme outils pour aller plus loin, qui seront ensuite discutés dans ce troisième webinaire avec quatre acteurs en table ronde. Donc, on vous a réparti en fonction de vos compétences, et on a essayé d'avoir une répartition équilibrée entre PAT et coopération internationale. Donc, vous seriez automatiquement redirigé vers un des ateliers. Et donc, l'atelier durera 1 heure. On fera une mini synthèse à la fin. Voilà pour le déroulé de ce deuxième webinaire. Et donc, je laisse la parole à Louison. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. On essaiera d'y répondre en parallèle. Merci Anna. Donc en effet, pour cette introduction, on souhaitait mettre en avant quelques éléments qui ont pu ressortir de nos entretiens, notamment voilà, pour vous donner un petit peu de contexte sur la partie atelier par la suite. Donc on a essayé de mettre un peu des citations, enfin des éléments qui nous ont été partagés en entretien, notamment sur le besoin d'évolution de ce modèle de coopération décentralisée. Donc ici, c'est un entretien avec Jamel Sandi du PNUD, donc qui indique qu'aujourd'hui, il était temps de construire des relations plutôt fondées sur la réciprocité, l'échange d'expériences, que souvent, on a l'impression que on est plutôt encore sur des coopérations descendantes avec une vision de la coopération décentralisée qui s'approche beaucoup de l'aide au développement. Et puis parfois une vision aussi des élus où finalement la collectivité territoriale plutôt sachante et les collectivités à l'étranger plutôt des apprenants. Donc on a des expériences, hein, bien sûr, de coopération réciproque qui fonctionnent très bien et qui sont très intéressantes, mais on observe aujourd'hui tout de même encore cette tendance. En effet, donc c'est un modèle de la coopération décentralisée qui est hérité de la Seconde Guerre mondiale, donc était plutôt initialement dans une logique de partage d'expériences du nord vers le sud, basée sur la solidarité internationale et pas forcément sur un retour d'expérience pour le territoire en France. Donc peu de réflexion sur la réciprocité de la coopération. Aujourd'hui, donc au-delà de cette remise en question, je dirais plutôt idéologique de la coopération internationale, on a également un contexte en France comme ailleurs, mais bon là, on surtout parler de la France, un contexte qui fait qu'on a un besoin de repenser ces coopérations. Le premier élément, c'est lié donc à la réduction des budgets des collectivités, notamment de la coopération internationale, qui fait qu'aujourd'hui, il y a un besoin vraiment de justifier d'autant plus ces actions-là et les retours enfin, dont pourrait bénéficier la collectivité en France. Donc là, on a juste remis quelques chiffres sur justement l'évolution des budgets des collectivités avec un impact assez important qui est estimé par la Banque des Territoires à enfin, à environ 7 milliards d'euros de charges supplémentaires, par exemple, associées à une demande, enfin un effort budgétaire qui est demandé à l'échelle de 2,2 milliards, pardon, d'euros aux collectivités en 2025. Euh, une baisse des investissements locaux également menacée. Donc ça, c'est bien sûr le budget global des collectivités qui se voit réduit, mais la coopération internationale n'étant pas forcément voilà, une compétence strictement obligatoire des collectivités, l'alimentation non plus, c'est généralement ces premiers postes-là qui peuvent se voir leur budget réduit, même s'ils ne sont pas du tout les seuls. Donc aujourd'hui, il y a un enjeu d'autant plus important à peut-être questionner cette coopération internationale pour qu'elle ait du sens pour le territoire également en France et qu'elle vienne alimenter des réflexions autour d'un projet alimentaire territorial, par exemple. Et je reviens sur ce changement de paradigme également. Des entretiens qu'on a pu mener mettent, même si c'est pas une tendance qu'on a pu vérifier, mais en tout cas, ils ont pu mettre en avant également une tendance au peut-être repli aussi sur soi, un contexte international qui n'est pas du tout favorable à la solidarité internationale. Bon, on le voit avec les changements politiques
dans différents pays, les différentes crises également diplomatiques, migratoires, qui font qu'aujourd'hui on est plutôt sur un repli idéologique sur son territoire. Ce qui voilà, nous force à penser la coopération d'une manière différente, peut-être trouver de nouvelles portes d'entrée, comme l'indique Gulseren enfin, Verhulst-Saltin du CFSI, peut-être des nouveaux récits pour montrer que cette coopération est dans l'intérêt de tous, en direction voilà, d'une transition enfin, alimentaire en lien à des enjeux climatiques auxquels finalement on fait tous face ou on fera tous face à court, moyen terme. L'alimentation, même si aujourd'hui, comme je l'ai dit précédemment, c'est pas forcément une compétence obligatoire en tant que telle des collectivités. Les collectivités en France se sont saisies de cette question au travers des projets alimentaires territoriaux, mais aussi au travers de politiques plus thématiques hein, qui peuvent être liées à l'action sociale, à la gestion des biodéchets, à l'économie locale, donc au travers de compétences plutôt obligatoires. En fait, l'alimentation permet du coup de se saisir d'une grande diversité de sujets qui peuvent entrer facilement dans des projets de coopération à l'international. Donc, ce qu'indiquait ici cet entretien avec Marion Tagnou de France Urbaine. Voilà, l'alimentation est au cœur d'enjeux multiples, action sociale, gestion des sols, eau, déchets, aspiration démocratique, etc., qui sont tous mobilisables dans le cadre d'une coopération internationale. Donc peut-être qu'il y a aussi un enjeu à changer de perspective, peut-être en allant chercher une entrée qui puisse parler au mieux à certains exécutifs, voire à des partenaires à l'étranger, pour ensuite peut-être se diriger vers des sujets de durabilité de l'alimentation dans un sens plus large, plus transversal. L'alimentation, en effet, en plus, c'est donc assez structurant en France, enfin, au travers des PAT. La France bénéficie tout de même d'un cadre enfin, qui a permis aux collectivités de s'engager dans des politiques alimentaires plutôt ambitieuses. Comme je l'indiquais, c'est un sujet qui est à la croisée de nombreux enjeux. C'est une porte d'entrée assez facile pour enfin, pour les stratégies internationales. D'autant plus que donc aujourd'hui, en effet, les collectivités françaises sont plutôt avancées comparé à ses voisins, par exemple européens, sur ces questions de relocalisation de l'alimentation, reterritorialisation et durabilité des systèmes alimentaires. Donc il y a un enjeu, enfin il y a une vraie nécessité à partager les savoir-faire, mais également, on a mis et vice-versa, puisque également, en effet, on peut aussi avoir à apprendre d'innovations organisationnelles, techniques, des collectivités à l'étranger qui ont certes des contextes différents, mais qui ont pu voilà, qui ont également des choses à partager aux collectivités en France. Les entretiens qu'on a menés nous ont également permis de mettre en avant des bénéfices, je dirais, indirects pardon, de la coopération internationale pour les collectivités en France, qui sont la montée en compétences des équipes en interne, l'attractivité de certains postes aussi, d'envoyer certains agents sur des missions à l'international, l'aspect innovation autour des politiques publiques que ça peut apporter. Donc ça aussi, c'est autant d'éléments qui vont permettre d'enrichir la manière de fonctionner des collectivités plutôt en France. Qu'on a également eu l'occasion d'échanger avec la- la- le Bureau de la politique générale de l'alimentation, donc, qui est dirigé par Erwan de Gavel, pour comprendre dans quelle mesure est-ce que le dispositif projet alimentaire territorial pouvait s'internationaliser, on va dire, ou en tout cas intégrer des éléments liés à l'international dans son cahier des charges de labellisation, ou du moins comprendre si c'était déjà le cas et comment ce serait possible. Et voilà, comprendre aussi si la France, enfin si les dispositifs PAT faisaient déjà l'objet d'échanges de pratiques à l'étranger. Donc c'est vrai que c'est déjà le cas, hein, notamment sur l'aspect cantine. Avec la loi Egalim en France, finalement les collectivités locales ont, ont mis en avant, enfin ont développé tout un tas de pratiques assez innovantes hein, pour favoriser à la fois l'approvisionnement de produits bio et locaux, enfin surtout bio et qualité dans les cantines et d'autres actions de sensibilisation, de gestion du gaspillage alimentaire. Et donc, par exemple, ici, dans cette citation, Erwan de Gavel indiquait qu'ils sont sollicités assez souvent pour parler de cette expérience à l'étranger, et notamment ici en Indonésie. Mais aujourd'hui, il y a un besoin, voilà, peut-être de faire évoluer ce modèle de la coopération territoriale internationale. Euh, Qu'elle soit ancrée dans les besoins du territoire français, voilà, d'avoir il y a vraiment une exigence de retour concret pour les territoires en France pour justifier cette action auprès des exécutifs, notamment dans un contexte de restrictions budgétaires.
Donc c'est assez pragmatique, mais finalement réaliste au vu des entretiens qu'on a pu mener. Et puis finalement, c'est la manière dont aurait dû être pensée la coopération dès son émergence, pardon, puisque comme on l'indiquait au préalable, il y a énormément de choses également à apprendre d'autres collectivités au contexte différent. Essayer peut-être d'imaginer des financements, des projets qui sont pardon, financés via des montages différents qui reposent peut-être moins sur du financement propre. Aujourd'hui, on l'observe avec des projets qui essayent de mutualiser avec d'autres collectivités qui sont présentes sur le même territoire à l'étranger ou qui tentent de répondre à des appels à projets européens qui sont certes complexes à monter, mais en tout cas, en mutualisant à plusieurs territoires, on y parvient plus facilement. Et ça permet également d'accéder à des financements assez conséquents, de porter des collectivités en mettant en avant plutôt, enfin plus les services techniques et ne pas seulement faire des coopérations strictement politiques, justement pour essayer de faciliter cet échange d'innovation technique. Essayer de les adosser à des stratégies locales existantes, des PAT, des plans climat. Là, on ne parle que de ces sujets-là, mais en tout cas, il y aurait beaucoup d'autres stratégies locales auxquelles peut-être on pourrait ajouter une dimension internationale. Et ce qui est également ressorti de nos entretiens, c'est d'essayer de réfléchir sur des stratégies de coopération internationale plutôt sur le moyen long terme, pour qu'elles soient vraiment là pour alimenter des politiques à l'échelle locale. Donc, bien sûr, cette recommandation doit être mise en parallèle avec les contraintes financières actuelles qui font que la visibilité elle est assez réduite. Euh, mais en tout cas, ce sont des éléments qu'on vous transmet suite à cette série d'entretiens. Donc, ce qu'on a fait suite à ces 19 entretiens, on a identifié différents freins. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, les coopérations internationales sur les sujets alimentaires sont si peu nombreuses? Elles existent et celles qui existent sont très pertinentes, mais finalement, par rapport à d'autres sujets, on en trouve assez peu. Quels leviers pourraient mobiliser? Quels sont les outils, les leviers qui existent déjà et qui finalement pourraient être mobilisés pour faciliter l'émergence de ce genre de coopération? Et ce qu'on a appelé recommandations, ce sont les nouvelles idées, des idées un petit peu plus innovantes qui seraient intéressantes d'explorer pour faciliter le travail des collectivités dans l'engagement vers ce type de coopération à l'international. Donc, on a identifié ces éléments autour de trois grands axes. Donc, d'abord, autour de plutôt la connaissance, la sensibilisation, la valorisation. Donc, comment est-ce que les élus et les agents prennent connaissance de la pertinence de ce genre de projet, comment est-ce qu'on les sensibilise, ensuite, comment est-ce qu'on valorise ces travaux. L'aspect financement, quels sont les freins plutôt financiers les leviers financiers, et enfin plutôt les éléments liés à la mise en œuvre. Quels sont, quand le projet est parti, est-ce qu'il y a des freins, des leviers qui voilà, sont plutôt là dans la mise en œuvre effective du projet qui peuvent être bloquants ou plutôt facilitants. Donc ce qu'on a identifié ici, on a mis que certains exemples, puisqu'il y en a beaucoup plus qu'on va ensuite un peu plus creuser en atelier, en groupe plus restreint. Par exemple, dans les freins sur la connaissance sensibilisation, il y a un manque d'intérêt politique sur certains territoires de travailler sur ces questions-là. Une sensation voilà, de repli sur soi face notamment à des restrictions budgétaires. Une faible présence, bien sûr, des relations internationales dans les instances de PAT, ce qui est le cas parfois, mais pas toujours. Euh, les leviers éventuels, c'est peut-être trouver d'autres entrées, donc l'entrée peut-être climat qui peut plus parler en termes notamment aux élus. Impliquer également les lycées agricoles qui sont assez investis sur la coopération à l'international. Essayer aussi d'utiliser l'argument des objectifs de développement durable pour justifier de l'intérêt de se questionner sur l'international, sur les questions agricoles et alimentaires. Les recommandations plus long terme, donc, qui ont pu être identifiées au fil de nos entretiens, c'est d'essayer peut-être d'intégrer l'international dans le cahier des charges de labellisation des PAT, sans forcément en faire un critère, mais au moins que ce soit inscrit pour que, on reconnaisse qu'en fait, cette dynamique PAT contribue d'une manière plus large à une transition globale de nos systèmes alimentaires. En termes de financement, donc les freins qu'on identifie, bien sûr, c'est que souvent, enfin souvent, oui, pas tout le temps, mais souvent, le budget des relations internationales n'est pas prioritaire par rapport aux autres postes budgétaires de la collectivité. Des appels à projets qui sont parfois pas
adapté aux contraintes des collectivités, que ce soit en termes de temporalité, de cofinancement demandé, des dispositifs assez complexes, donc peut-être par exemple comme le FICOL qui nous a été voilà, enfin, qui a été, ça a été soulevé pour ce dispositif-là en particulier. Les leviers éventuellement à explorer, ça peut être développer un fonds commun entre à la fois le MEE, enfin, le ministère des Affaires étrangères, le ministère de l'Agriculture, éventuellement le PNUD aussi, donc avoir des fonds qui soient plus facilement accessibles et qui justement euh, mélangent les intérêts à la fois côté alimentation, donc via le ministère de l'Agriculture et Affaires étrangères. Faciliter l'accès au programme leader euh, et les recommandations plus larges, ce serait éventuellement explorer l'idée d'un dispositif 1%, de la même manière que cela a été fait pour l'eau, pour l'assainissement. Donc c'est vrai que sur les sujets agricoles alimentaires, c'est un peu plus complexe puisque c'est plus difficilement identifiable par rapport, par exemple, aux agences de l'eau qui peuvent être assez facilement, enfin, qui sont assez facilement identifiées sur identifié pardon, sur le secteur de l'eau. Adapter les appels à projets aux contraintes des collectivités, renforcer éventuellement les aspects formation pour faciliter l'accès à ces dispositifs. Et après, sur l'aspect plutôt mise en œuvre des projets, ce qu'on observe en termes de freins, c'est que ce qui peut freiner, c'est le turnover assez important dans les équipes, que ce soit en collectivité française qu'en collectivité partenaire. Ça peut être un facteur qui met fin à une coopération, à un projet de coopération. Un manque de compétences, donc des compétences peut-être pas forcément suffisantes sur ces questions-là dans les équipes, ne pas savoir comment traiter la question, par où commencer. Une difficulté à mobiliser des partenaires, notamment ici, ça nous a été évoqué en France, donc des personnes dans les services relations internationales qui se retrouvent peut-être parfois en difficulté à savoir sur qui se reposer quand elles souhaitent créer, enfin monter un projet de coopération sur ces sujets. Les leviers éventuels, c'est bon, ce qui nous a été évoqué, c'est que ça manque d'exemples un petit peu réussis. En tout cas, ils existent peut-être, mais ils sont peut-être pas très visibles. Donc, montrer, mettre en avant des projets pilotes visibles pour donner un petit peu l'exemple. S'appuyer aussi sur la coopération académique qui fonctionne assez bien. Il y a de bons exemples de coopération académique sur lesquels se sont reposées des collectivités pour développer la leur. Se regrouper avec d'autres collectivités françaises, comme on l'indiquait un peu plus tôt, ceux qui interviennent sur des territoires similaires. Des recommandations un peu plus larges, donc ce serait peut-être, comme le font certaines collectivités, un diagnostic préalable des besoins avant de construire un projet de coopération, faire déjà un diagnostic sur nos besoins en France, sur l'alimentaire par exemple, sur le PAT, ce qui est un besoin éventuellement de retour d'expérience, et de la même manière sur le territoire de coopération, comprendre si, il y a un besoin spécifique avant d'arriver avec un projet déjà conçu, mais ce qui est aujourd'hui généralement fait, mais surtout à l'étranger et beaucoup moins sur le territoire en France. Ancrer pardon, un peu plus les projets de coopération dans les stratégies locales à l'étranger pour qu'elles soient vraiment pérennisées après la fin du projet de coopération internationale. Par exemple, sur les stratégies en effet agricoles du territoire étranger, intégrer cette coopération internationale pour éviter en effet l'effet enfin, éviter que ces actions tombent à l'eau, si je puis dire, à la fin du projet de COP. Et enfin, en effet, le besoin parfois de formation qui peuvent peut-être exister, donc peut-être les rendre plus visibles ou les adapter aux besoins des collectivités. Merci pour cette présentation. On va revenir de toute façon sur l'ensemble des freins et recommandations dans le cadre des groupes. Peut-être pour rappeler, parce qu'on ne l'a pas dit, mais effectivement, c'est un projet qui est financé par le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Ce qui est intéressant, notamment parce qu'on va pouvoir du coup transmettre vos retours, consolider les retours des entretiens et par vos retours d'aujourd'hui au MEAE avec l'idée de voir ce qui serait possible de mettre en place par la suite et en partenariat du coup avec Cité Unie-France de même. Là, l'idée c'est de vous présenter rapidement les consignes. Donc on est une trentaine, donc on va être une dizaine par groupe si vous restez. Les questions à traiter en groupe de travail, donc il va y avoir 20 minutes
sur chacun des axes, quels sont les autres freins éventuels à l'émergence des coopérations internationales, donc sur un des trois groupes. Sensibiliser, valoriser, premier groupe, financer, deuxième groupe, et mettre en œuvre, troisième groupe. Une fois qu'on aura fait les freins, on va aller vers les leviers, les outils, donc ce qui fonctionne déjà ou ce qui ne fonctionne pas. Donc là, c'est faire appel ou à votre retour d'expérience ou à vos idées, hein, sachant que vous n'êtes pas tous experts, donc l'idée c'est d'en discuter, il n'y a pas de bonnes, mauvaises, il y a des idées en tout cas. Et puis, il y a ce que vous faites dans le cadre de vos projets qui peuvent être inspirants dans le cadre d'autres projets, c'est-à-dire un PAT, ça peut être inspirant pour une coopération internationale. On reste sur de la gestion de projet. Et troisièmement, les outils qui manquent et qui pourraient les porter, donc, et qui pourraient les porter, pardon. Nous, on a commencé à en lister, mais bon, l'idée, c'est d'avoir votre avis sur ces questions-là et qu'on puisse un peu consolider ce qu'on va proposer. Au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Voilà, donc trois groupes, trois temps et 20 minutes à chaque fois. Et donc, on va travailler sur l'outil de Miro. Donc, vous allez être répartis dans des groupes. On va vous envoyer un lien sur lequel il faudra cliquer et mettre un code. Pour ceux qui n'y arrivent pas, pour ceux qui n'ont pas envie de rentrer dans ce Miro, on peut aussi faire un échange à l'oral et on complétera pour vous en direct. On va chacune, donc Louison, Anaëlle et moi, du coup, vous aider la dans l'animation de ce temps-là. Euh, ouais, Ok. Bah, non, très bien. On va se répartir en groupe. Après, chaque animateur va prendre la suite. Alors, je vais lancer. On viendra juste à la fin mettre en commun. en À tout de plénière, suite pour une mise dans en les commun salles. de 3 minutes, ouais. Ok, retour en plénière pour conclure en quelques mots un peu ce qu'on s'est dit. Alors désolé pour mon groupe, ça a clairement bugué de A à Z, mais merci en tout cas pour les échanges. Peut-être on peut commencer si ça vous va. Je vais essayer de restituer un petit peu ce qu'on s'est dit. Euh, du coup, ouais, ça va être évident. Mais on a eu quelques exemples plus précis, donc notamment de l'Orient Aglo et de sa coopération avec le Vietnam et le Sénégal et du département 93 avec un des territoires de Mexico. Désolée, j'ai peut-être pas été hyper précise. On reviendra peut-être vers vous pour les retours d'expérience. Et après, l'idée sur lesquelles on a essayé de pointer un peu les recommandations qui étaient intéressantes parmi ce qu'on avait proposé, donc notamment le fait de faire réfléchir les projets alimentaires aux questions internationales, alors peut-être dans les labels ou via ou dans le cadre d'événements destinés aux projets alimentaires territoriaux dans lesquels on pourrait parler davantage de coopération internationale, voire de parler en coopération internationale dans différents événements pour normaliser un petit peu ces questions au sein des politiques publiques. Travailler aussi sur le récit, notamment donc mieux valoriser les apports indirects pour les élus, les techniciens, et ce qui favorisera aussi le fait que les services techniques puissent aller chercher d'autres services techniques pour travailler sur des projets de réciprocité. Voilà, je vais la faire courte, mais merci beaucoup aux participants de mon groupe. Pour la suite, du coup, sur les financements, on a un peu débordé sur d'autres sujets aussi. Donc, dans tous les cas, on va mettre en commun après. J'imagine que c'est pareil pour le reste. Donc sur le financement, bon, pas mal de difficultés qui sont pas forcément propres au sujet agricole et alimentaire, donc c'est un peu ce qui est ressorti. Euh, Ce qui est propre à ces sujets-là, c'est qu'en effet, le manque d'appel à projets vraiment thématiques, et notamment le fait que l'appel à projet du ME sur ces sujets n'ait pas été renouvelé cette année, va pas forcément faciliter l'orientation des financements, enfin en tout cas la proposition de projets sur ces sujets-là. Donc il y a un enjeu à peut-être en avoir un petit peu plus, qui sont vraiment ciblés. Le fait que les appels à projets européens enfin, sont très peu accessibles aux collectivités, non pas seulement par leur complexité, mais aussi parce que simplement ils y sont parfois pas éligibles. Et parfois c'est plutôt orienté vers des pays sud-Méditerranée et pas forcément nord-Méditerranée.
Ensuite, sur plutôt les leviers et les nouvelles idées auxquelles on pourrait penser. Donc, sur les leviers intéressants, il y a le dispositif Expect du ministère des Affaires étrangères qui permet de mobiliser des experts de collectivités françaises à l'étranger, qui était utilisé notamment par la ville de Marseille et le département Loire-Atlantique, pas sur ces sujets, sur d'autres sujets de sécurité civile, mais en tout cas qui sont vus comme intéressants pour permettre de sensibiliser les agents d'autres services aux questions internationales, en tout cas d'avoir un premier pas sur ces questions. C'est pas forcément directement lié au financement, mais en tout cas, ça nous a paru intéressant. Et après, sur plutôt les nouvelles idées à explorer, en effet, il y a ce 1% alimentation qui serait intéressant d'explorer, à voir comment ça pourrait être mobilisable, au même titre que ça l'est pour les agences de l'eau sur le secteur de l'eau. Donc on a pas mal discuté de ces éléments-là sans forcément donner de réponse, mais en se disant que le 1% pour l'eau était vraiment pertinent aussi du fait que ça permet d'accéder aussi à un réseau, un écosystème d'acteurs experts de ces questions d'assainissement, et ce qui pourrait aussi être le cas pour l'alimentation. Et enfin, sur la mutualisation de ressources entre collectivités qui interviennent sur des mêmes territoires à l'étranger. Aujourd'hui, enfin, en tout cas avec les personnes qui étaient présentes dans mon groupe, ça se fait pas trop sur ces sujets-là, mais ça se fait en effet sur d'autres sujets. Donc il y aurait un enjeu peut-être de cartographier un peu mieux, de connaître un petit peu mieux les collectivités françaises qui sont présentes, enfin, qui est présent sur quel territoire pour pouvoir justement mutualiser et faciliter cette mise en commun. Voilà pour moi de manière synthétique. Merci pour ces échanges. Anaëlle. Oui, on était en train de faire le point avec Jennifer pour la restitution. Comme je suis en train de finir de noter, on a eu un petit souci sur le Miro aussi. Ok, bon, bah, Jennifer peut pas parler, donc je vais essayer de faire ça à sa place. Ce qui est ressorti essentiellement, c'est plutôt des leviers que des freins. De notre côté, il pouvait être intéressant de développer des coopérations entre des associations nationales de collectivités locales, à l'image en France par exemple de l'Association des petites villes de France, mais aussi de leurs pairs au niveau européen. Qu'il était important d'impliquer les services techniques des collectivités, mais aussi d'autres agents au sein des ambassades par exemple, et pas uniquement des acteurs politiques, ou encore de s'appuyer sur des partenaires stables pour assurer la continuité, notamment en phase d'élection, avoir des partenaires qui sont un petit peu euh, qui sont un peu en dehors de ces calendriers politiques et qui peuvent à chaque fois s'assurer que la coopération n'est pas mise en danger à chaque fois qu'il y a une élection de part et d'autre d'un des deux partenaires. Et enfin, dans les opportunités qui étaient évoquées, notamment le fait d'associer des tiers animateurs dans la co-construction des projets, qu'il était important de bien les associer de la phase de conception à la mise en œuvre, mais aussi jusqu'à la clôture des projets, parce qu'ils jouaient un rôle en fait essentiel et parfois même indispensable à la bonne conduite du projet et qui complétait bien l'action des collectivités. Voilà. Ok, merci beaucoup. Merci à tous aussi pour vos retours. Si jamais vous avez d'autres exemples que vous souhaitez détailler de coopération ou d'autres idées, enfin, vous pouvez nous contacter. Donc, on a mis nos mails là. Merci beaucoup en tout cas pour vos contributions. Et puis le dernier webinaire aura lieu donc le jeudi 19 juin de 11 heures à 12h30. Et l'idée ce sera d'avoir une table ronde pour réfléchir un petit peu à ces leviers et comment on pourrait les mettre en place et quelles pourraient être les étapes. Donc il faut encore qu'on construise un peu ce débat, enfin ces échanges, mais ce sera l'objectif de finaliser et d'aller de voir vers jusqu'où on peut aller. Et donc, on vous laisse à l'heure, 17h30. Merci beaucoup encore et au plaisir de vous retrouver pour le dernier webinaire.